Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque et les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans cette lutte. Comment peuvent-ils en tant que jeunes contribuer à un avenir plus vert et plus sûr? Quelles actions concrètes peuvent-ils mener pour protéger notre planète et comment faire des jeunes des acteurs clés dans la lutte pour la protection de l'environnement et la construction d'un avenir plus durable? Pour répondre à cette question, nous avons invité des jeunes activistes de l'environnement dont l'engagement fait la différence. À ma gauche, nous avons Edouard Guini, et tu es le directeur général de Biopower Africa Group. Bonsoir Edouard. Bonsoir Madame Pélagie. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Madame. Et si on vous demandait de parler du biogaz aux jeunes citoyens lambda, que diriez-vous? Le biogaz est tout simplement ce gaz-là qui est issu de la transformation des matières organiques à travers le phénomène que nous appelons la méthanisation. Et avec quoi on produit le biogaz? Tout simplement avec les matières organiques, communément appelées les déchets, parce qu'en réalité, dans notre monde, dans notre secteur d'activité, le déchet n'existe pas. Le déchet, c'est notre matière première. Et donc ce déchet-là, ou cette matière organique, on l'a fait passer par ce que nous appelons le digesteur, qui est une unité de méthanisation, une unité en quelque sorte, une usine dans laquelle le phénomène ou le système de méthanisation s'opère. Et donc, au bout de quelques temps, lorsque la matière organique passe par certaines étapes, eh bien, nous avons ce que nous appelons le biogaz, et scientifiquement appelé le méthane. Merci beaucoup, Edouard. À ma droite, nous avons Selom Bocho. Bonsoir, Selom. Bonsoir, Madame Pélagie. Comment tu vas? Très bien. Tu es ambassadeur Nzazap. C'est quoi un ambassadeur Nzazap? D'abord, Nzazap, c'est Net Zero as soon as possible. C'est une entreprise qui se veut d'être le pilier de la transition écologique des entreprises. Et donc, principalement, un ambassadeur Nzazap sensibilise ces entreprises-là, les collaborateurs de ces entreprises-là, à cette transition écologique, à réduire leur pollution et surtout à être plus écolo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Edouard et Selom apporteront leur perspective et expérience sur la question de la jeunesse et de l'environnement. Pour lancer notre discussion, je m'en vais poser cette première question à Selom. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement? Merci pour la question. Ce qui m'a motivé, en fait, ça a commencé par une mission agricole parce que j'ai fait l'ESA, l'École supérieure d'agronomie. Et donc, je me suis lancé sur le terrain pour vivre les réalités du terrain. Et donc, c'est là nous avons eu à piloter un projet qu'on appelle One Land, One Job au Lodge, dans une entreprise agricole. Et nous avons fait une production de maïs sur 23 hectares. Donc, étant jeune, tout fraîchement, donc je y croyais vraiment. Je croyais que ça allait donner. À la fin, nous nous sommes retrouvés avec une perte vraiment déplorable. Et j'étais aussi celui qui était le plus attaché aux partenaires, à ceux qui ont financé le projet. Donc, finalement, je me suis senti un peu comme déçu. Je me suis dit, j'ai promis que je vais le faire et finalement je ne l'ai pas fait. Vraiment, ça m'a touché. Et en fait, pendant la production, le problème qu'on a eu était le problème de pluie. Et parce qu'en mars, il y avait eu la première pluie et donc on avait semé. Mais à partir de mai, il n'avait plus pluie jusqu'en juin. Et en juin, il y a eu une très grosse pluie qui a fait inonder le terrain. Et finalement, ce qui a fait que le maïs est resté dans l'eau, il n'a pas produit. Et disons que c'était ma première mission et avec cet échec-là, j'étais KO. Vous avez vécu les effets accrus du changement climatique. Voilà, exactement. Et c'est là que je me suis dit, non, mais s'il y a quelque chose comme ça, il faudrait qu'on le répare. Parce que je suis en agronomie, c'est mon domaine. Et s'il y a quelque chose qui dérange mon travail, il faudrait que quand même on corrige cela. Que tu t'engages pour cela. Oui. OK. Edouard, je vous retourne la question. Quelles sont les motivations, ce qui vous a poussé à vous engager dans la protection de l'environnement? Il faut dire que je suis né dans une localité, au village, comme on le dit souvent. Et dès ma naissance jusqu'à mon adolescence, j'ai vu comment l'écosystème était chez nous.
j'ai vu comment la verdure était, j'ai vu comment les forêts étaient. Et après mon baccalauréat, quelques années après mes études universitaires, j'étais retourné dans la même localité. Madame, j'ai vu le changement. Et étant issu d'une famille majoritairement agricole, le changement climatique avait un impact direct, imminent sur la productivité des activités de nos parents. Et donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Par la suite, j'étais retourné ici à Lomé et heureusement, Dieu faisant, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu des discussions dans ce sens-là et qui m'ont tout de suite proposé de me lancer dans ce sens-là. Et le monde environnemental étant très vaste, très large, et j'ai tout de suite saisi une opportunité qui s'était présentée à moi avec une entreprise ivoirienne qui m'a fait appel et j'étais allé en Côte d'Ivoire pour suivre la formation dans le domaine de la méthanisation, le biodigesteur. Et avec mon retour, je me suis lancé. On a commencé en 2019. Il n'y avait pas de moyens pour créer une entreprise digne de ce nom. Et on était donc dans l'informel jusqu'en 2021 où nous avons décidé de lancer officiellement notre entreprise qui aujourd'hui est en train de faire des merveilles dans le domaine de la méthanisation agricole. Mes félicitations. Merci, madame. C'est l'homme tout à l'heure, tu nous as raconté la situation, tu nous as narré les faits qui t'ont conduit à t'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. À base de ces faits, à base de cette expérience que vous avez vécue, à base de cette situation qui t'a marqué, et quelle est ton opinion sur l'importance de la lutte pour la protection de l'environnement? Je dirais que c'est nécessaire, primordial de s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement parce que c'est une affaire qui nous concerne. Parce que cette terre, c'est la nôtre. Et s'il y a un changement qui s'opère et ce changement nous est défavorable et qu'on n'agit pas, ces changements risquent de tuer la plupart des personnes. Parce que quand on parle d'adaptation, quand on parle d'atténuation et tout ça, tous ces trucs sont sortis de la résilience. Parce que certains se sont dit, non mais ce problème, on ne peut pas le laisser en l'état qu'il est. On va se dire que non, ce n'est pas nous qui polluons. Donc, quand les effets viennent, on va attendre que quelqu'un vienne réagir. Il faudrait quand même que nous tous, on se lève pour dire non, stop, il faut faire quelque chose. Il faut du renouveau, il faut protéger l'environnement. Il faut poser des actions concrètes qui peuvent mener dans le sens de la protection de l'environnement. Exactement. Merci. Édouard. Aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, on a tendance à l'entendre de loin. Il y a même des jeunes avec qui j'ai eu un entretien tout récemment qui me disaient, cher ami, aujourd'hui, notre objectif ou notre défi, c'est l'emploi, c'est l'argent, comment faire pour parvenir à joindre les deux bouts, etc. Mais en réalité, l'environnement, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est plus que ça. C'est notre vie, c'est le quotidien. C'est l'eau qu'on boit, c'est le vêtement qu'on porte, c'est la nourriture qu'on mange, c'est l'air qu'on respire. Et donc, c'est la vie que nous vivons. C'est la vie quotidienne que nous vivons. Et donc, si on arrive à percevoir ce phénomène de la sorte, eh bien, nous allons finalement nous rendre compte, en fait, que chacun a sa responsabilité face à ce qui est en train de se passer, les changements climatiques. Et donc, il est important de lutter contre ce changement-là parce que notre vie en dépend, non seulement, mais aussi et surtout parce que c'est là qu'il faut beaucoup miser, les prochaines générations. Parce qu'il faut dire que nous sommes en train de finir, en fait, on est encore jeunes, hein, mais nous sommes en train de faire notre temps. Mais quand on va quitter, d'ici 50 ans, d'ici 60 ans, comment sera la Terre? Et les enfants que nous allons laisser à la surface de la Terre, comment est-ce qu'ils vont survivre? Et donc, leur survie, leur bonheur, leur malheur dépend des actes que nous posons aujourd'hui. D'où l'importance à chaque niveau, à chaque instant, que nous prenions les dispositions et pour que nous puissions nous engager, lutter avec les actes aussi minimes qu'ils puissent être tendant vers la protection de l'environnement.
Merci. Et c'est l'homme, depuis que tu as vécu ces faits accrus du changement climatique qui t'ont marqué un point élevé, je l'ai remarqué dans tes propos. Peux-tu nous parler d'un projet ou d'une initiative que tu as menée pour promouvoir la durabilité environnementale? Étant parmi les jeunes engagés pour la protection de l'environnement, je suis dans plusieurs OSC, les organisations de la société civile. Mon plus grand projet, je dirais, que j'ai eu à faire, se nomme ReproSol, Restauration et Protection des sols. Et donc, sur ce projet-là, en fait, ça visait à restaurer les sols dégradés. Et donc, le projet visait d'abord le renforcement de capacité des jeunes acteurs sur les questions de changement climatique, déforestation, qualité de sol, fertilisation et tout ça. Et donc, nous sommes partis de là d'abord pour dire que la jeunesse togolaise ou bien l'Afrique en général, le problème majeur que nous avons, c'est l'information. Parce que nous ne sommes pas encore à l'étape de l'industrialisation, mais nous manquons d'informations au niveau des nouvelles pratiques agriculturales qui sont là, de nouvelles techniques de sauvegarde des terres qui sont là. Et donc, ce projet-là, en fait, visait à apporter l'information. Principalement, c'est l'information qu'on apportait pour que les gens soient plus outillés sur ce qu'on appelle d'abord environnement, ce qu'on appelle dégradation et le pourquoi on veut réparer et aussi comment le réparer. Merci beaucoup. Édouard. Mon domaine d'activité déjà est centré dans la protection de l'environnement. Et nous sommes spécialisés dans la production du biogaz à travers la valorisation énergétique des matières organiques, les déchets qui d'antan étaient jetés partout, qui servaient donc de niche pour les moustiques qui sont à la base des malarias, etc. Nous les transformons, nous les valorisons. Donc c'est un impact direct que nous avons sur nos communautés. Et dans ce processus de méthanisation, il y a ce qu'on appelle le digestat, qui est un engrais organique très riche. Et chaque ménage où nous avons installé le système de méthanisation que nous appelons le biodigesteur, il y a une parcelle de forêt qui est préservée. Parce qu'en l'absence, ou je vais dire en lieu et place donc, du bois énergie, le biodigesteur qui produit le biogaz est en train de jouer ce rôle. Donc déjà, c'est un impact direct que je peux dire que nous sommes en train d'avoir sur la protection de l'environnement. Merci. Célom, je reviens vers toi. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés dans ton engagement pour la protection de l'environnement? Merci pour la question. Le défi majeur que j'ai eu à rencontrer, c'était l'accès au financement. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, je suis dans plusieurs OSC. Donc, en fait, quand nous avons des projets, nous allons vers des structures pour le financement. Soit le projet n'est pas rejeté, mais on vous dit qu'ils n'ont pas le financement pour cela. Et donc, nous avons l'idée, nous avons la compétence, mais le nerf de la guerre n'est pas là. Donc, on est obligé, en fait, de revoir nos ambitions à la baisse pour pouvoir réaliser le projet par autofinancement. Parce que nous sommes des étudiants. Donc, l'étudiant sait que l'étudiant n'est pas riche. Et donc, vraiment, nous essayons de nous débrouiller avec les partenariats techniques. Mais en fait, ça fait que l'impact qu'on veut avoir n'est jamais atteint comme nous l'avons imaginé au début. Donc, à part celui du financement, il y a la barrière linguistique. Au cours des sensibilisations. Oui, au cours des sensibilisations, nous avons eu un problème de barrière linguistique parce que nous étions en train de sensibiliser dans une zone où il y avait plus d'EV. Et donc, quand nous sommes allés sur le terrain, on n'était que 2 à parler EV. Et donc, le reste de l'équipe était plus du nord. Donc, ce qui faisait que quand nous 2, on n'est pas là, il se fait que l'équipe est bloquée parce que quand ils parlent le français, les gens ne comprennent pas réellement l'ampleur parce qu'on sait tous qu'il y a certains mots qui se retrouvent en EV et pas en français. Donc, ça faisait que ça se compliquait. Et pour finir, je dirais le dernier problème, c'était la collaboration entre les ONG, nos collaborateurs et tout. Parce qu'il y a eu des conflits d'intérêts qui faisaient que, certes, nous tous on voit très bien que c'est l'action à mener, mais pour certains ONG, pour certaines associations, ils se disaient non, ça ne va pas dans notre intérêt, donc on ne le fait pas. Alors que
Jusqu'alors, nous, on réfléchissait seulement à l'impact qu'on veut avoir sur le terrain. Parce qu'en termes de changement climatique, en termes de protection de l'environnement, on ne vise pas le gain, on vise plutôt à corriger un problème. Je crois que par rapport à la barrière linguistique, il faudra prochainement cibler les zones dans lesquelles vous voulez aller sensibiliser. Vous enquêtez sur la langue qui prévaut dans le milieu et vous allez vous organiser. Je crois que ce point-là pourra être résolu. Oui, c'est déjà résolu même sur le projet sur lequel je suis actuellement, le Festival interscolaire pour l'environnement. Ah, vous avez appris la leçon. Oui, de l'autre côté. Édouard, en matière de défis, quels sont ceux que tu as rencontrés dans ton engagement pour la protection de l'environnement? Le défi majeur, c'est le financement. Hein. Le défi financier, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans financement. On peut avoir de belles idées, on peut être motivé. De beaux projets. Exactement. Mais s'il n'y a pas cette substance-là qui sous-tend le projet, eh bien, comme on le dit, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Et donc, du jour au lendemain, ça coule. On a commencé en 2019 et avec des fonds propres jusqu'à présent. Ce n'est pas comme si en 2020, il y a eu un fonds venu d'ailleurs. On continue avec les fonds propres. Sauf que je suis convaincu qu'avec un financement extérieur, nous ne serions pas ou plus là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le premier défi. Le second, c'est le défi réglementaire. Là, je ne parle pas de l'environnement en général, mais de ma section dans la protection de l'environnement qui est la technologie du biodigesteur. Et là, il y a une loi qui existe chez nous au Togo, la loi de 2018, qui couvre tout le domaine des énergies renouvelables, sauf que cette loi concerne beaucoup plus les énergies solaires que la technologie du biodigesteur. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines marges de manœuvre que nous n'avons pas. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de s'exprimer et de peut-être faire entendre nos voix, on n'oublie pas de porter cette doléance-là au travers de cette émission. Le dernier défi, c'est la communication. Je vais le dire ainsi. Vous savez, quand on arrive dans certaines communautés, et qu'on essaye, je ne veux même pas parler de communauté, même ici en milieu urbain, quand on parle de possibilité de produire du gaz, de l'énergie avec des déchets, c'est un problème. Les gens écoutent ça comme un conte de fées. Donc c'est un problème auquel nous sommes en train de faire face. N'est-ce pas parce que c'est avec des déchets humains que vous travaillez qui gênent les gens? Absolument pas, madame. On travaille avec les bourses de vidange, comme on le dit, mais pas seulement avec ça. Tout ce qui est biodégradable. Tout ce qui est biodégradable, c'est pour ça que nous l'appelons des matières organiques. Donc, les déchets de cuisson, les déchets de production agricole, les déchets de production industrielle, etc. Tout ça entre dans la gamme des matières que nous appelons les matières organiques, qui sont pour nous la matière première. Donc il n'y a pas d'avancée en matière de sensibilisation en ce qui concerne la production du biogaz? Je ne vais pas dire ça automatiquement parce que déjà à partir de l'année dernière, merci de me l'avoir rappelé, déjà à partir de l'année dernière, le gouvernement togolais a commencé par prendre acte par rapport à ce domaine-là avec la mise en place de l'association professionnelle des acteurs du biodigesteur que j'ai eu le privilège de présider. Et en collaboration, c'est un projet qui a été tenu en collaboration avec le partenaire ABAOC, Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est une organisation internationale mais qui est spécialisée dans la promotion du biogaz et donc du biodigesteur. Et déjà, à partir de l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont commencé par être faites. L'étude diagnostique de la technologie du biodigesteur au Togo a été faite. Et à l'issue de cette étude, on a vu combien de biodigesteurs sont installés au Togo et combien sont opérationnels, etc. Ça nous a permis de savoir quels sont les problèmes que la technologie est en train de rencontrer au Togo.
Donc déjà, c'est une avancée, c'est beaucoup d'efforts que nos autorités sont en train de faire. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en train de voir ce que nous voulons voir, mais quand même, il faut avoir le courage d'apprécier les peu d'efforts qui sont en train de faire. Le peu qui est fait. Merci beaucoup, Edouard. Et c'est l'homme, comme Edouard l'a dit, la lutte pour la protection de l'environnement, ce n'est pas l'affaire de certains. C'est l'affaire de tout le monde. Et surtout, c'est l'affaire de vous, les jeunes, qui allez hériter de cet environnement. Comment penses-tu que les jeunes peuvent influencer les politiques climatiques au Togo? Merci pour la question. Dans un premier temps, pour que les jeunes puissent influencer les politiques climatiques au Togo, il faudrait d'abord organiser des ateliers de sensibilisation, de formation, de renforcement de capacité pour que d'abord l'information puisse passer, pour qu'on sente réellement que la jeunesse est là. Parce qu'une jeunesse silencieuse n'est pas une jeunesse. Et ensuite, il faut que nous, les jeunes, nous fassions des propositions de programmes, de projets aux institutions compétentes comme la BAD, ou soit le ministère de l'Environnement, afin que notre voix puisse porter au loin. Parce que certes, nous sommes reculés, nous disons que nous sommes seuls, notre association est tout seul quelque part, nous avons des idées, on ne veut pas partager avec les autres. Mais retenons que le problème de l'environnement, c'est nous tous. Donc, laissons ces guerres d'intérêt personnel et vraiment battons-nous pour que demain soit meilleur. Edouard, la voix des jeunes aussi compte. Absolument. Dans la lutte pour la protection de l'environnement, puisqu'ils sont majoritaires parmi les tributaires de cet environnement. Comment penses-tu que les jeunes peuvent influencer les politiques climatiques du Togo? D'abord, on ne peut pas influencer quand on ne s'y connaît pas dans le domaine. Donc, il faut quand même que les jeunes commencent par chercher à avoir des compétences vertes, se former, développer des compétences dans le domaine de l'environnement. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, si M. Silom ne se connaissait pas dans le domaine de l'environnement, il ne serait pas ici sur ce plateau. Ça, c'est vrai. Absolument. Donc, il faut que les jeunes commencent par s'intéresser à la chose environnementale. Comme je l'ai dit tantôt, l'environnement, c'est vaste. C'est vaste. Ce n'est pas forcément être activiste. Il y a beaucoup de domaines. Moi, par exemple, je ne suis pas dans le reboisement, je suis dans la méthanisation. Et tout ça, c'est dans l'environnement. Et il faut que chacun arrive à prendre conscience de ce que nous sommes en train de dire, des enjeux environnementaux qui, en tout cas, leur impact sur notre quotidien, sur cette génération, sur notre vécu. Et ensuite, après avoir acquis des compétences, il faut que des initiatives soient prises. D'abord, au niveau des jeunes, organiser des forats, organiser des ateliers d'échange. Parce que lorsque l'intérêt est en train d'être manifesté à un niveau donné, les décideurs seront obligés d'être interpellés. C'est toujours comme ça. Et donc, il faut quand même que nous nous désintéressions du gain pécunier, du matériel, pour que nous voyions ce qui est caché derrière cette lutte climatique. Les vrais problèmes. Les vrais enjeux. Merci. Pour mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la question de l'environnement pour la jeunesse, nous avons interviewé un spécialiste de la question. Écoutons ensemble ses réponses éclairantes. Quels sont les impacts les plus significatifs du changement climatique sur la jeunesse? Les impacts du changement climatique se font plutôt sentir en milieu rural qu'en milieu urbain. Et nous savons généralement que la population rurale se consacre plutôt à l'activité agricole. Or, les impacts du changement climatique ont un effet sur le rendement agricole, ce qui engendre l'extrême pauvreté en milieu rural des parents. Donc, cela a des conséquences sur les jeunes, notamment leur accès à l'éducation, leur accès aux soins de santé et à la malnutrition, et les zones rurales qui accentuent plutôt encore des conséquences dans les milieux urbains. Quelles actions concrètes peuvent être entreprises par les jeunes pour la protection de l'environnement? Un jeune qui veut contribuer à la protection de l'environnement
peut s'engager soit dans une association œuvrant dans le domaine environnemental, soit poser des actions concrètes pour lutter pour la protection de l'environnement. Il peut s'agir par exemple de planter des arbres et participer à des activités de salubrité organisées par des ONG ou associations, sensibiliser ces jeunes et à ne pas jeter les ordures partout dans la rue. Il peut se former en ligne également pour connaître les actions clés à effectuer en vue de promouvoir une éducation environnementale au niveau de sa communauté. Comment l'éducation environnementale peut-elle être renforcée dans les écoles et les communautés? L'éducation environnementale peut être renforcée en milieu scolaire en mettant l'accent sur, par exemple, des concours d'écoles propres qui favoriseraient la mise en place de systèmes de gestion interne dans les établissements scolaires afin d'éviter la pollution aux alentours et à l'enceinte de l'établissement. Primer par exemple des écoles qui font la promotion ou la réduction des déchets au sein de l'établissement. Et on peut mettre aussi en place un système d'eau potable au lieu de vendre les eaux en sachet pour éviter la production de plastique au sein des établissements. Au sein des communautés également, nous pouvons par exemple fournir de l'eau potable grâce aux camions citernes au lieu de l'eau en sachet que nous buvons à la maison et nous jetons les sachets plastiques partout. Nous pouvons aussi contribuer en mettant en place des clubs environnement dans les établissements scolaires afin qu'ils puissent sensibiliser les autres à adopter des comportements environnementaux. Et pour finir, au sein des communautés, nous pouvons par exemple organiser des campagnes de sensibilisation, promouvoir la réduction des déchets, encourager les jeunes à s'engager de plus en plus dans la gestion des déchets au sein de leur communauté parce que c'est un défi réel que les communes ont actuellement. Ça peut contribuer aussi à la création d'emplois. La jeunesse doit s'engager actuellement à promouvoir une gestion durable de son environnement. Selon nous sommes à l'ère de la technologie. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser la technologie pour promouvoir la durabilité environnementale? Pour promouvoir la durabilité environnementale en utilisant la technologie. Exactement. L'idée serait une sensibilisation via le digital. Parce que nous avons tout type d'appareils maintenant, des portables, des PC et tout ça. Donc, dire qu'en termes d'environnement, nous avons, je pense maintenant, nous avons même des communicateurs environnementalistes, des photographes de l'environnement. Et donc, déjà, ceux-là, on peut dire que eux, ils sont de jeunes engagés qui utilisent la technologie dans le cadre de l'environnement. Si je prends l'exemple de notre ami ici présent, M. Edouard, son projet, c'est l'association de la technologie et de la protection de l'environnement. Parce que faire du biogaz, en fait, quand on parle du biogaz, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer tout juste en l'air comme ça. Il y a un procédé, comme il l'expliquait. Et donc, ça déjà, c'est un exemple palpable. Et je pense que ça le réussit très bien à voir son sourire. Et donc, à part cela, je pense qu'il faudrait créer des jeunes peuvent créer des plateformes, des applis mobiles pour faire passer l'information, faire sensibiliser les gens peut-être, ou encore faire des applications de type comme Gozem, Uber et tout ça, où tu n'as pas besoin de polluer l'environnement pour te nourrir. Disons que tu n'as pas besoin de faire 30 km avant de trouver ce que tu veux, mais tu peux juste chercher et il se fait que le truc est juste à côté de toi, donc tu réduis ton empreinte carbone. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je pense qu'avec tout ça, quand même, si quelqu'un l'applique déjà, il peut se dire qu'il fait quand même des efforts dans le cadre de la protection de l'environnement. D'accord. Edouard, comme je le disais à Selom tantôt, nous sommes à l'ère du numérique. Quelle aide ou quelle opportunité peut-elle représenter pour l'engagement des jeunes dans la protection de l'environnement? Aujourd'hui, le numérique est en train de battre le record. Et ça, on n'a pas besoin de le dire. Et je pense que tous les secteurs d'activité y sont. Et si nous sommes décidés d'apporter notre plus, d'avoir un apport pour le bien de l'environnement, eh bien, il y a plusieurs moyens de le faire en utilisant le numérique. Ces temps-ci, nous sommes en train de voir combien la jeunesse est en train
de distiller des choses contre-morales sur le net. Et en lieu et place de ces choses, on peut juste prendre une poubelle et prendre un sachet. L'action de mettre un sachet sur la poubelle, c'est une grande communication. C'est un grand message de sensibilisation. Donc il y a plusieurs moyens. Et il y a certains qui le font, c'est le lieu peut-être de les célébrer. Certains ont dédié toutes leurs pages sur le numérique, que ce soit sur Facebook, TikTok, LinkedIn, et so on, sur la protection de l'environnement. Et donc, ce sont des exemples à copier, à suivre. Et je vais peut-être toucher du doigt, peut-être je vais vous surprendre. Nous devons diminuer nos temps de connexion. Quand on se connecte, c'est vrai que le monde entier est connecté. Mais quand on se connecte, à un moment donné, l'émission de gaz à effet de serre, on n'a même pas idée de ce que c'est. Donc déjà, il y a certaines applications, certaines plateformes, quand tu es connecté à un moment donné, on te fait signe que tu es trop longtemps connecté. C'est surtout YouTube qui le fait. Exactement. Parce qu'il y a des normes qui y sont intégrées. Donc je pense que nous devons être conscients aussi de ça. Nous n'allons pas faire la promotion peut-être du recyclage des déchets, mais en ligne, la pollution ou les gaz à effet de serre que nous émettons viennent compenser le peu d'efforts que nous avons fait dans le recyclage. Donc il faut qu'à un moment donné, et à tous les niveaux, nous soyons équilibrés pour que cette lutte soit véritablement authentique. Donc il faut qu'on fasse un usage raisonnable. Exactement. Du numérique, du digital, des technologies pour contribuer à la protection de notre planète. Absolument. Et selon tout à l'heure, tu disais que chaque petit geste compte dans la protection de l'environnement. Personnellement, quelle action prends-tu pour réduire ton empreinte carbone? À cette question, je vais répondre terre à terre. Disons que, par exemple, pour aller du campus à chez moi, je prenais le Sotral au lieu de prendre le Z. Dès que j'ai commencé par m'engager en fait, dans la lutte pour la protection de l'environnement, et j'ai su que le transport en commun était un bon moyen pour limiter cette pollution, directement j'ai commencé à prendre Sotral. Et bon, l'ambiance au sein de Sotral aussi, c'était très bien, donc j'y suis resté. C'est convivial? Oui. Donc, à part cela, disons que si il y a je vois qu'il y a des mouvements de protection, des mouvements d'assainissement, de sensibilisation. En fait, je m'y mets corps et âme parce que je me dis que... D'assainissement, de nettoyage. Oui, voilà. De tri de déchets, de gestion de déchets et tout ça. Je m'y mets corps et âme parce que je me dis que je ne perds pas mon temps et que grâce à mon action quand même, 1 ou 2 personnes, voire 10 personnes, vont comprendre quelque chose à l'urgence, à la justice climatique et vont pouvoir corriger certains de leurs habitudes. Si je prends l'exemple du projet FIS sur lequel je suis, la sensibilisation dans l'école que nous avons eu à faire quand même a eu un impact parce que j'ai croisé une des élèves sensibilisées en chemin que je n'ai même pas reconnue, mais qui m'a appelé et me disait qu'elle a réussi à convaincre ses parents que en fait, il faudrait quand même vérifier que l'eau ne coule pas, tout ça. Franchement, ça m'a fait... Bien fermer le robinet. Voilà. Franchement, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, je n'ai pas perdu mon temps et que je n'ai pas perdu mon argent en l'air pour quoi que ce soit. Et ton énergie aussi, tu ne l'as pas perdue. On a eu quand même un impact. Merci beaucoup. Et Edouard, qu'est-ce que tu fais habituellement? Habituellement, en fait, il faut dire que depuis que j'ai pris conscience, je ne veux pas dire depuis que je suis engagé, mais depuis que j'ai pris conscience, je ne jette plus les sachets de Pure Water à l'air libre. Quel que soit l'endroit où je me trouve, même si je n'ai pas mon sac, soit je tiens ça, soit je mets ça dans ma poche. Il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des proches pendant que je tiens mes sachets de Pure Water. Et ils tentent parce que c'est la culture, hein, l'habitude chez nous. Quand tu vois ton prochain, tu lui serres la main. Et ils étaient étonnés de me voir ne pas leur tendre la main, mais de leur donner un big up. Parce que
j'avais mon sachet en main. Mais Je ne voulais pas le jeter. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des mains sales et tout. Je leur ai montré. Et quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui était revenu me dire, ben, ce que j'ai fait là, que ça l'a touché énormément. Et depuis ce jour, lui aussi, il a commencé par faire la même chose. Et donc, voilà les petits gestes, comme l'avait dit qui impactent notre entourage. Nous n'avons pas idée du fait qu'on jette un sachet, c'est juste un exemple que je donne, de pure water à l'air libre, devant des jeunes, devant des enfants, devant des gens. Il y aurait certainement des personnes pour qui la protection de l'environnement tient beaucoup, mais déjà le fait de te voir jeter le sachet par terre, sur le champ, il ne va pas réagir. Mais son subconscient l'a enregistré et il va le produire un jour. Donc, il va arriver à des moments où il va commencer par jeter, sa conscience ne va plus le déranger. Donc, les petits gestes, les petits actes que nous posons sont très importants. Aussi, les formations que je donne aux jeunes. L'année dernière, lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, nous avons organisé avec mon équipe une formation presque gratuite sur les métiers verts, où nous avons partagé gratuitement nos compétences, nos savoir-faire. Et aujourd'hui, il y a de ces jeunes qui ont participé à nos formations, qui sont en train de faire des choses extraordinaires dans mon domaine, l'installation des biodigesteurs. Et comme je vous l'ai dit tantôt, un digesteur installé, ce sont des forêts préservées, c'est le sol préservé, etc. Donc voilà la manière dont je participe donc à cette réduction. C'est l'environnement protégé. Exactement. Et c'est l'homme, comment penses-tu que les jeunes puissent protéger ou puissent s'engager dans la sensibilisation de leur entourage aux enjeux climatiques? La meilleure sensibilisation, c'est l'action. Ça ne sert à rien de sensibiliser quelqu'un si on ne fait pas l'action. Je pense que M. Edouard l'a très bien dit. Si c'est qu'il jetait encore les sachets plastiques, ses amis ne vont pas le suivre. S'il vient dire que non, je suis un jeune engagé ou bien je promouvois la protection de l'environnement. Et donc, si j'ai quelque chose à dire par rapport à cette question, c'est faites l'action et ensuite dites aux autres de faire ce que vous voulez. Montrons la voie aux autres. Voilà. Genre, faites ce que je fais. C'est exactement ça. Regardez ce que je fais et faites ce que je fais. Voilà. C'est ça. D'accord. Edouard, quel changement aimerais-tu voir dans ta communauté pour améliorer la durabilité environnementale? Et je souhaiterais voir que dans chaque foyer, il y ait des systèmes de recyclage. Parce que, vous savez, on a l'habitude de dire que notre pays et notre continent en général ne polluent pas trop l'environnement. Et ça, c'est une vérité absolue. Mais le problème, c'est que les effets de la pollution de l'environnement ne sont pas destinés aux pollueurs seulement. C'est nous tous qui les subissons. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'il y a le principe de pollueur-payeur qui exige aux pays ou aux nations les plus pollueurs de payer ou de régler, de contribuer plus que les moins pollueurs. Mais il faut quand même qu'on dépasse ce niveau, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun soit conscient des enjeux, des effets négatifs de l'impact des changements climatiques sur son quotidien, pour que nous puissions voir qu'est-ce que chacun doit faire à son niveau. Donc déjà, si on arrive à ce niveau-là, chaque communauté, naturellement, va mener des actions, poser des actes allant dans ce sens-là. Donc déjà, le recyclage, c'est quelque chose qui est très important. Et je suis dans un domaine précis de l'environnement. Donc j'aimerais voir en lieu et place des décharges publiques, en lieu et place des dépotoirs, j'aimerais voir des biodigesteurs installés pour le bien des communautés. Il y a ça dans plusieurs pays. Et on prend par exemple le Golfe 1, puisque peut-être un seul ménage ne va pas pouvoir s'installer un digesteur parce que les moyens ne lui permettent pas. Mais la commune, par exemple, peut décider d'installer un biodigesteur avec un volume un peu plus élevé qui va pouvoir servir tous les riverains, en tout cas tous les habitants de la communauté. Okay. Donc, avec ça, je pense que l'impact sera énorme.
Et positif aussi. Positif. C'est l'homme, votre avis sur la question? Ce que je peux ajouter, c'est que au lieu de jeter les ordures, il faudrait commencer par les vendre. Succincte mais lourde de sens. Nous allons tout doucement vers la fin de notre échange. Edouard, quel conseil donnerais-tu à d'autres jeunes qui souhaitent s'engager dans la lutte contre le changement climatique? De ne pas hésiter, d'aller tout droit, de suivre leur instinct. L'engagement, ce n'est pas, vous savez, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est un fardeau, c'est une passion. Et il faut que les jeunes comprennent ça, il faut que nous, les jeunes, nous comprenions ça, parce que je ne suis pas exclu. On n'est pas dans le développement durable pour se faire de l'argent. Quand on parle des objectifs de développement durable, c'est être désintéressé. Donc, quand on décide de s'aventurer dans ce domaine-là... C'est être dévoué à une cause. Exactement. Donc, il faut savoir que, d'abord, tu n'es pas là en tant que capitaliste, tu n'es pas là pour te faire du pactole, comme on le dit, mais tu es là pour une cause noble. Donc, j'invite la jeunesse, je les célèbre, hein, je célèbre la jeunesse togolaise. Ou plutôt, tu dirais la jeunesse a intérêt. Ah, justement, il faut dire que la jeunesse togolaise est dévouée à la chose environnementale, parce que quand on prend 50% de la jeunesse togolaise qui vient déposer son CV devant vous, madame, vous allez voir une bonne partie de cette jeunesse-là avoir mené une activité dans le sens de la préservation de l'environnement. Et avec les multiples associations et OSC qui existent au Togo, et beaucoup de choses sont en train d'être faites. Donc, je les encourage, je nous encourage, engageons-nous. C'est pour notre bien, c'est pour le bien des générations à venir et des enfants, des petits-enfants que nous allons laisser après nous. Merci Edouard. C'est l'homme, les conseils à l'endroit des jeunes qui aimeraient s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. Pour les conseils, je dirais d'abord que avant de vous engager, réfléchissez bien. Ça ne sert à rien de s'engager et ensuite se désengager. Vous aurez perdu du temps. Vous vous engagez, c'est pour quelque chose, c'est parce que vous avez ressenti ce besoin-là qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Ne vous levez pas parce que votre ami est engagé, vous vous levez que vous êtes engagé, c'est que vous n'êtes pas encore engagé. Donc, en vous disant que vous, si vous voulez vraiment vous engager, ayez cette volonté-là, que cette volonté-là vienne de votre cœur. Que ça ne soit pas quelque chose extérieur à vous. Et que vraiment, quand vous commencez, sachez que vous devez aller jusqu'au bout, quel qu'en soit ce qui se passe. Donc, il faut avoir le cardio. Merci, c'est l'homme. Edouard, nous arrivons à la fin de notre émission. Avant de conclure, quelles sont les réflexions finales que vous avez à partager avec nos amis téléspectateurs? La question environnementale doit être à l'épicentre de nos réflexions, de notre quotidien. Parce que je ne cesserai pas de le dire, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre respiration. Notre être est intimement lié à l'environnement. Et donc, si l'environnement va mal, nous allons mal. Il faut qu'on soit conscient de cela. Et je m'en vais toucher du doigt à un point peut-être que nous n'avons pas évoqué. C'est par rapport aux partenaires. Aujourd'hui, on est en train de parler des jeunes qui doivent s'engager ou qui peuvent s'engager. Ou je dirais plutôt, il faut que les jeunes s'engagent. Maintenant, parler de jeunes, c'est parler de responsabilité. Dans notre pays, la jeunesse représente plus de 60% de la population. Et chaque jeune est un espoir pour sa famille. C'est pour cela que les organismes internationaux, les partenaires sont là pour encourager de tels jeunes qui ont le fardeau pour l'environnement, le fardeau pour des causes sociales. Mais le constat est que la plupart de ces jeunes s'adonnent et, comme l'a dit le cher Elom, se désengagent. Ce n'est pas leur volonté de se désengager, c'est parce qu'il n'y a pas le soutien. La lutte pour l'environnement, la préservation de l'environnement, c'est un travail collectif et chacun a son rôle à jouer. Les acteurs qui sont les jeunes que nous sommes en train de sensibiliser ont leur rôle à jouer. L'État a son rôle à jouer. Les partenaires ont leur rôle à jouer. Donc,
Mon souhait, c'est que chacun arrive à jouer bien son rôle et vous allez voir que tout ira bien. Pour l'efficacité de la lutte. C'est l'homme. Pour ainsi finir sur ces quelques mots, je dirais que en se mettant en position de jeunes engagés pour la protection de l'environnement, sachez que vous vous mettez d'abord dans les 1% de la terre. Quand je dis les 1%, c'est que réellement vous êtes engagé et que vous voulez que quelque chose change, que nous retrouvons notre belle nature. Parce que moi, j'aime les voyages et j'aime voir de beaux paysages. Donc, voir ces terres dévastées, vraiment, moi, ça ne me plaît pas. C'est pourquoi je me suis engagé. Donc, trouvez votre ikigai et engagez-vous. C'est l'homme Edouard, merci pour vos super interventions et vos idées qui ont enrichi nos discussions. Chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'Edouard Guini est le directeur général de BioPower Africa Group et Selom Bocho est ambassadeur Zaza. Aujourd'hui, nous avons exploré l'importance de l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. La jeunesse a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un avenir durable. Et comme nous n'avons cessé de le répéter au cours de nos échanges, chaque action compte, qu'il s'agisse de sensibiliser, d'innover ou de s'engager dans des projets communautaires. Continuez donc à vous informer, à vous engager à agir pour un futur plus vert. N'oubliez pas, chaque petit geste compte. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À bientôt.